Un top 10, c'est toujours sympa à regarder. Mon top 10, c'est encore mieux. Mais pouvoir découvrir des tops de n'importe qui sur internet, c'est encore mieux. Vous connaissez déjà les tops de tous les youtubeurs, vous avez regardé leurs vidéos, vous imaginez pouvoir découvrir la sélection de stars qui auraient créé un compte sur le site Favorites et qui auraient partagé leur choix. Vous aimez le principe des propositions de Netflix en fonction de vos préférences, mais ça ne concerne que les séries Netflix. Sur Favorites, si vous créez un compte et que vous sélectionnez votre top, vous aurez droit à des propositions de séries, de films, de romans, même de BD qui correspondront parfaitement à vos goûts. Faites un test en cliquant dans la description, créez un top et sans dépenser un cent, vous pourrez trouver de nouveaux contenus à découvrir, histoire de pomper encore un peu plus de temps sur vos journées qui sont déjà bien assez courtes. Faites le test, prenez quelques minutes pour montrer aux autres que vos choix sont les meilleurs et qu'ils ont raté des trucs de malade. Peut-être même que vous vous rendrez compte que vous êtes passé à côté de la petite perle qui va changer votre vie. Allez, on se retrouve sur le site juste après la vidéo. « 2019 est terminé et l'entrée de la nouvelle année est le bon moment pour faire le bilan de mes séries favorites qui ont été diffusées. C'est une sélection totalement partiale et vous aurez très certainement les vôtres. N'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre top et à me dire pourquoi vous avez choisi une série plutôt que les miennes. Allez, on démarre pour quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. J'ai l'impression de parler d'une époque extrêmement lointaine quand je parle d'Umbrella Academy. Diffusée sur Netflix à partir du 19 février 2019, Umbrella Academy est l'adaptation d'une BD de chez Dark Horse Comics. Sir Reginald Hargreaves, un riche homme d'affaires, décide d'adopter un groupe d'enfants qui sont tous nés le même jour à la même heure dans des circonstances plus qu'étranges. Tous ces enfants, ou presque, ont un pouvoir spécial et ils vont tous être formés pour composer un groupe de super-héros appelé Umbrella Academy. Ellen Page, Mary J. Blige ou Robert Sheehan sont au casting de cette production d'une autre planète qui mélange des effets spéciaux impressionnants, des tensions familiales qui vont provoquer la vraie tension qui va bouleverser la famille, la ville et même probablement la planète. Umbrella Academy est pour moi une référence de cette année 2019 et elle a donné le ton pour tout un tas de séries de super-héros de science-fiction dont chacune poussait encore plus haut les possibilités de me mettre en PLS. Robert Sheehan en clause déjantée, Aidan Gallagher en numéro 5 surpuissant et même Ellen Page en électron libre destructeur, chaque personnage ajoute une part de folie et de chaos dans un univers qui était déjà pas mal bordélique. Netflix a fièrement dévoilé que plus de 45 millions de téléspectateurs ont visionné cette série et la seconde saison très attendue devrait faire son arrivée d'ici la fin de l'année 2020 parce que le tournage a débuté en juin 2019. On attend tous la suite de ce cliffhanger démentiel qui menaçait tout simplement la planète tout entière de la destruction. J'arrête pas d'entendre ces pas. Ils se rapprochent. On vient de parler de super-héros, maintenant on brise tous les mythes. Et si vous pensiez que les habitants de New York étaient plus en sécurité que vous, c'est commettre une grosse erreur. Le seul problème, c'est que la menace vient parfois des piliers de la société et de ceux qui devaient normalement nous protéger. La justice américaine, dans la nuit du 19 avril 1989, a brisé 5 vies, 5 familles et m'a retourné l'estomac pendant 5 épisodes d'une froideur et d'une violence extrême. Cette nuit-là, en plein milieu de Central Park, une femme fait son jogging quotidien dans les allées. De l'autre côté, un groupe de jeunes se retrouve dans le même parc pour passer ensemble un bon moment du fait du début des vacances le lendemain. Ce groupe, d'une dizaine de personnes au départ, grandit petit à petit en agrégeant des gamins croisés au hasard des rues qui mènent à ce même parc. Des excès de conneries de ces jeunes, des actes de violence d'une partie du groupe et quelques promeneurs effrayés provoquent la venue de la police locale en force. À quelques dizaines de mètres de là, la joggeuse est violemment agressée, frappée à la tête, violée et laissée pour morte derrière les arbres du parc. Elle est retrouvée 4 heures plus tard dans un état catastrophique. Un contexte explosif, des tensions entre les communautés, des problèmes de racisme dans l'uniforme de la ville, tout ça provoque l'interpellation plus que douteuse de ces 5 jeunes gamins. Les 5, comme on les appelle, quasiment tous mineurs, sont donc interrogés en l'absence de leurs parents pendant des heures et ils sont travaillés pour dire tout ce qui permettra de les utiliser les uns contre les autres pour les mettre derrière les barreaux.
J'ai eu mal au ventre à chaque épisode en voyant que ces pauvres gosses qui pensaient s'en sortir en étant tout simplement honnêtes et vont être piétinés par le système judiciaire américain. Tout est parfait dans cette série, du jeu des acteurs à la mise en scène, et même le rythme est parfait parce qu'on ne décroche pas une seule seconde. Une série à voir absolument sur Netflix. Sauvé du cimetière des projets abandonnés, cette création originale Prime Video nous fait plonger dans un univers très développé. Les hommes ont découvert il y a des centaines d'années l'existence de créatures féeriques et cohabitaient à peu près paisiblement avec elles. Un violent conflit a éclaté entre les hommes qui vivent sur le continent de Burke et le Pacte. Ce conflit est devenu mondial et touche par conséquent toutes les populations, forçant des milliers d'habitants féeriques ou non à migrer dans les villes sûres pour sauver leurs fesses. Orlando Bloom interprète Rycroft Philostrate, un inspecteur qui mène une enquête sur une série de meurtres qui touche la population féerique, mais qui n'inquiète pas vraiment les autorités parce que cette population est mise à l'écart dans les quartiers bien pourris de la ville de Burke. Cara Delevingne joue le rôle de Vignette Stonemoss, une fée qui s'échappe de son continent natal pour rejoindre la ville de Burke. Ils ont connu tous les deux un passé de passion amoureuse et ont été séparés par les événements dramatiques de la Grande Guerre. Des rebondissements, des trahisons politiques et des retrouvailles inattendues vont complètement faire basculer le quotidien de la population locale jusqu'à un final qui lance un affrontement pour le pouvoir et des passions amoureuses inattendues. J'ai aimé la mise en scène qui est tout simplement magnifique et féerique, avec des paysages qui nous transportent sur des terres impressionnantes. J'ai aimé les complots qui sont certes un peu trop évidents et on comprend dès le 5e épisode qui est vraiment au centre de l'intrigue à cause de quelques petites allusions trop grossières. J'ai aimé l'évolution politique qui donne parfois des frissons quand on découvre la faiblesse des hommes devant leur ignorance et leur peur qu'ils n'arrivent pas à dépasser, mais tout ce que je vous ai décrit il y a quelques minutes m'a un peu laissé de côté à certains moments. Je serai là pour la saison 2 qu'on devrait logiquement attendre aux alentours de l'été 2020 ou peut-être le mois de septembre au pire. En tout cas, les promesses sont très ambitieuses et c'est ça qui m'a poussé à mettre la série Prime Video dans ce top. On ne savait pas qu'on allait affronter la plus grosse crise de notre histoire. Dans chaque top 10, je place toujours une série un peu à l'écart, qui fait pas l'unanimité, mais que je regarde chaque semaine comme un rendez-vous incontournable. The Morning Show nous présente le quotidien de l'équipe entière de la plus grosse matinale télé de tous les États-Unis. Mais ce serait pas drôle si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, donc Mitch Kessler, qui est interprété par Steve Carell, se trouve embarqué dans une affaire de harcèlement sexuel à la MeToo. Il est forcément écarté de l'antenne par sa chaîne, le risque aurait été trop grand. Bradley Jackson, interprété par Reese Witherspoon, est bombardée remplaçante à côté d'une Alex Levy, interprétée par Jennifer Aniston. Le casting est de très haut niveau, les enjeux et les sujets abordés sont extrêmement tendus, mais j'ai personnellement accroché à cette série. Beaucoup y voient l'exemple de la tension d'un univers faux et stressant de la télévision nationale américaine. Moi j'y vois les échanges de personnages qui veulent paraître charismatiques, sur deux ou sereins, mais qui au fond sont complètement perdus et cherchent en fait leur dose quotidienne d'amour et de reconnaissance. Bradley Jackson est balancé dans un monde de complot à la Game of Thrones, avec une image de façade bien propre et gentille. Je vous avoue que The Morning Show est entré dans ma liste des séries que je regarde immédiatement et que je peux pas laisser de côté. J'aime le personnage de Bradley Jackson, j'aime les échanges entre elle et la superstar Alex Levy, j'aime l'assurance d'une mauvaise foi hallucinante de Mitch, qui est persuadé qu'il a rien fait de pire que juste coucher avec une assistante. J'aime ce Morning Show et toutes les incohérences qui démontrent des travers de la société pudimonde américaine. La chaîne a mis un pognon monstre dans le projet, et c'est peut-être un peu trop au final, mais j'ai quand même pris mon pied et je serai au rendez-vous pour la saison 2 qui devrait logiquement arriver au mois de novembre 2020 sur Apple TV. Adaptation des livres de Sapkowski sur l'univers du sorceleur qui ont déjà été adaptés en jeu vidéo, The Witcher a quelques faiblesses au niveau des différentes lignes temporelles, sur des révélations qui sont peut-être beaucoup trop tôt, et sur le jeu d'acteur de Henry Cavill qui reste un peu trop monocorde à mon goût. Mais tout le reste m'a accroché du début du troisième épisode à la dernière seconde du dernier épisode de cette première saison qui reste trop courte à mon goût. L'univers est toujours sombre, les thèmes développés sont extrêmement complexes et il y a plusieurs lignes de lecture. Le principe du moindre mal qui est évoqué est balancé en l'air par le sorceleur qui explique qu'il n'y a pas de moindre mal, que c'est juste une excuse pour des enfoirés de faire encore plus de trucs d'enfoirés.
Le principe du destin est aussi au centre de l'histoire, et les 3 personnages qui sont au centre de l'aventure sont liés les uns aux autres dès le tout début. En fait, pas au début de la série, mais si on remet dans l'ordre les lignes temporelles, c'était bien au début. Geralt le sombre et taciturne sorcerer, Yennefer la magicienne toute puissante et à la recherche du pouvoir pour se venger de son passé, et finalement la jeune Ciri, princesse gâtée, qui se prend pleine face une vie de souffrance histoire de la ramener sur Terre par la force. L'intérêt de la série est donc de les remettre ensemble et de nous préparer à la formation de cette famille complètement atypique et d'une autre planète. Diffusé sur Netflix en toute fin d'année, The Witcher est parti au moins pour une saison supplémentaire. Il devrait normalement voir le jour en 2021 si on en croit Lauren Isrich et Henry Cavill. Publié à l'origine chez DC Comics, The Boys, qui a été adapté cet été sur Prime Video, a rapidement pris ses distances avec Papa Superman et Maman Wonder Woman. Ici, pas de gentils garçons, les super-héros sont capables de tout pour arriver à leur fin. Les missions sont lancées par une compagnie multimillionnaire qui possède leur image et qui paye leur salaire chaque mois dans le but de faire le plus de pognon possible. Le contenu de The Boys est acide, choquant et pervers. Cette critique de notre société nous montre la manipulation de masse par les compagnies médiatiques, l'importance prédominante de l'image et de la communication pour dissimuler les vrais fondements des échanges entre les hommes et finalement le grand et saint pognon. Un peu comme la Justice League, The Boys nous présente les Sept, qui sont un groupe de super-héros d'élite qui ont pour mission de défendre la population contre les plus grosses menaces et accessoirement réaliser 1 ou 2 campagnes de pub pour apporter un peu de pognon à Vought, la maison mère. Homelander est inspiré de Superman, mais c'est finalement un vrai psychopathe qui est littéralement tordu, dangereux, capable de tout et sans aucune limite. A-Train est l'équivalent de Flash, mais c'est un demeuré qui sait faire qu'une chose, courir toujours plus vite, même quitte à se doper comme personne. The Deep est un Aquaman totalement perdu et un gros loser, plus mené par ce qu'il a entre les jambes que par sa mission de super-héros. Reine Maeve est une Wonder Woman désabusée. Black est un assassin invisible et impitoyable qui ne prononce pas un mot. Et finalement, Starlight est la nouvelle de la bande qui découvre ce qui se cachait derrière cette belle affiche. Face à ce groupe de tarés super puissants, Billy Butcher, un mélange assez sombre de Wolverine pour le look et le comportement, et de Batman pour l'obsession de protéger les hommes de créatures au pouvoir démesuré. L'accompagne le pauvre Huggy, qui vient de perdre sa fiancée par la faute de A-Train, qu'il a littéralement pulvérisé à cause de sa vitesse impressionnante. Marvin accompagne également Butcher depuis de nombreuses années dans ses délires anti-super-pouvoirs. Le Frenchie entre dans tous les stéréotypes que peuvent avoir les Américains sur nous, et finalement Kimiko arrive assez tard dans la saison, mais elle annonce des moments mémorables pour la saison 2 qui devrait arriver aux alentours de l'été 2020. À chaque fois que je fais un top, il y a une sorte de thématique qui ressort de ma sélection. J'ai de préférence dans la littérature et à la télé les super-héros et la fantasy. Je viens de vous parler de super-héros, donc logiquement je ne peux pas passer sur mon gros coup de cœur de l'année, diffusé en France sur OCS, à savoir His Dark Materials, ou en français À la croisée des mondes. Vous avez peut-être déjà lu les romans de Philippe Pullman, ou vous vous souvenez du film assez pitoyable de 2007. En tout cas, prenez quelques minutes pour vous lancer dans cette série de très haut niveau et pour découvrir cette histoire passionnante. Avec pour héroïne Daphne Keane qui interprète la jeune Lyra Belacqua dans un monde imaginaire où les humains sont tous liés à des animaux appelés démons, une sorte de représentation animale de l'âme de la personne. De son côté, le Magisterium, organe de répression de l'Église, propage l'idée que la poussière qui lie les hommes et leurs démons est l'œuvre du démon, vrai démon, et entame une série d'expériences sur des enfants kidnappés pour des raisons mystérieuses. Lyra, touchée par l'enlèvement de son meilleur ami, se lance dans une aventure où elle va faire des découvertes traumatisantes sur sa vie, sur sa famille et sur le rôle qu'elle aura dans la destinée du monde. Il y a de la magie dans His Dark Materials, il y a des ours porteurs d'armure, des complots religieux et politiques, des secrets de famille, des trahisons et des amitiés attendrissantes et émouvantes. Inspiré du Paradis perdu de John Milton, qui raconte les événements de la Bible vus du côté des démons, À la croisée des mondes est une série de fantasy un peu plus complexe que les autres histoires du même genre avec plusieurs lignes de lecture. Des messages cachés et une portée religieuse et philosophique sur l'être humain et la recherche des connaissances vues par l'Église comme la voie diabolique. Collaboration entre la BBC et HBO,
À la croisée des mondes a rassemblé pas loin de 8 millions de téléspectateurs à la diffusion du pilote, et on parle au moins de 3 saisons et un retour aux alentours d'octobre 2020 d'après les rumeurs insistantes à la BBC. À la fois très proche et très lointaine de notre monde, la série produite par Damon Lindelof reprend et étoffe un univers déjà très complexe créé par Alan Moore et Dave Gibbons en 80 dans un comic qui reste une référence de la culture geek. Watchmen est une dystopie qui reprend 30 ans après les événements du Watchmen de Snyder. Dr Manhattan a quitté la planète pour s'exiler sur Mars. Le personnage principal est celui d'Angela Abar. Elle est interprétée par la récemment oscarisée Regina King. Elle poursuit sa mission de lutte contre le crime équipée d'un déguisement bien classe et badass avec tout ce que ça implique de violence démesurée et de souffrance refoulée. Comme tous les autres policiers, Angela, ou Sister Night, quand elle est en tenue, doit porter un masque parce que les forces de police ont été massivement touchées il y a quelques années par une vague de meurtres coordonnée par un groupe terroriste appelé Seventh Cavalry. Ce groupe est une variante moderne du Ku Klux Klan américain et ses membres portent un masque de Rorschach qui avait refusé de se plier à l'autorité de la société et s'était rebellé avant de mourir. L'histoire est profondément acide, parfois choquante, mais toujours réalisée à la perfection avec une mise en scène de toute beauté. Des complots extrêmement bien ficelés, un peu à la manière de Westworld avec des lignes qui se croisent et s'entrechoquent, et même parfois qui se mixent pour nous perdre encore un peu plus. Le Watchmen de Lindelof est violent et choquant, mais il est aussi beau, puissant, dramatique, comique parfois, et toujours bien interprété par une foule d'acteurs de très haut niveau, avec en tête Regina King, Jeremy Irons, Louis Gossett Jr. ou Jean Smart. On ressent en permanence la tristesse, la colère, la tension raciale, la violence et la souffrance des uns et des autres dans une bulle à la fois proche mais complètement différente de la nôtre. Selon les dernières infos, il n'y aura pas de saison 2, en tout cas pas avec Damon Lindelof, parce qu'il voyait cette adaptation comme un one-shot avec une fin ouverte bien frustrante. Diffusé au mois de juin sur HBO et en France sur OCS, Euphoria est une adaptation d'une mini-série israélienne qui date de 2013. Rue, la jeune héroïne dans tous les sens du terme, vient de sortir d'une cure de désintoxication suite à une violente overdose. Pas vraiment adaptée à tous les âges ou à tous les publics, Euphoria est une bonne grosse claque dans les certitudes qu'on peut avoir sur la vie et sur l'adolescence. Les parents qui vont regarder cette série se jetteront par la fenêtre ou construiront un gigantesque donjon pour y jeter leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 40 ans. Les adolescents d'Euphoria se disent je t'aime comme ils changent de chaîne et partagent les images pornographiques d'eux-mêmes comme les enfants des années 80 partageaient les images Panini. Pensée comme une fable sur notre société actuelle, de l'apparence et des filtres, Euphoria est à la fois violente et choquante pour attirer les regards, mais aussi trop belle et retouchée pour rassurer les yeux les plus tendres. On regarde donc via l'optique de Twitter ou d'Instagram, on voit que cette réalité à plusieurs facettes nous éloigne de la vraie vie et de ce qui se passe derrière les filtres. Des belles images et finalement de vrais traumatismes qui se cachent dans les pensées de ces jeunes perdus entre des restes de l'enfance et des prémices de la vie adulte. La rencontre entre la fragile Rue, qui est finalement la moins tordue, et la douce Jule, qui est devenue officiellement femme depuis très peu de temps, est un moment de bonheur dans ce monde de brutes où les capitaines de l'équipe de foot balancent entre hétérosexualité de façade et homosexualité refoulée, où les filles ne regardent le porno que pour en comprendre les codes et les appliquer face à des garçons de plus en plus exigeants, même s'ils sont encore totalement incompétents, et où d'autres filles se découvrent des talents dans les sites érotiques alors que dans le lycée, elles sont l'image même de la honte physique. La saison 2 est logiquement attendue pour l'été 2020. Justice was done. See, a just world is a sane world. Le 26 avril 1986, à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, alors province de l'URSS, une équipe d'entretien de la centrale nucléaire locale, vieillissante, fait des tests et le résultat est élément important qui vont prendre des décisions qui vont provoquer un des pires cataclysmes de l'histoire de l'humanité. Les événements de la série débutent une seconde après l'explosion qui vient de survenir dans le mythique réacteur 4 et la première ville sur le chemin du nuage qui s'échappe est Pripyat. On découvre à partir de ce moment les épisodes de vie des personnages qui ont tenté d'endiguer une catastrophe qui aurait pu être encore bien plus grave si tout un tas de héros ne s'étaient pas sacrifiés pour des minuscules victoires mais indispensables pour des millions de personnes aux alentours.
La série d'HBO nous présente dans les détails les plus sordides et terrifiants la série de choix catastrophiques et de malchance déprimantes qui ont pu mener à cette catastrophe humaine et sanitaire sur plusieurs années. L'ambiance est une torture pour l'estomac, que ce soit au niveau de l'image, de la bande son, du jeu d'acteur et même du scénario qui réalise une boucle artistique pour nous donner une raison à toutes ces décisions après qu'on ait bien pu digérer tout le contexte. À chaque fois qu'un personnage se sacrifie, on a mal pour lui dans l'instant, mais aussi parce qu'on sait ce qu'il va vivre dans les jours qui suivent s'il réussit à survivre à l'épisode. La menace qui pèse sur tous ces hommes est invisible, mais on la ressent quand même terriblement par la mise en scène comme par la bande-son qui nous plonge dans une radiation ambiante totalement palpable. Vous ne pensez certainement pas qu'on pouvait entendre et ressentir des radiations dans ses tripes, mais le réalisateur a réussi à nous poser au fond de l'estomac quelques grammes de la souffrance de toutes ces victimes. Cette série nous montre des monstres de faiblesse, des héros au sens propre par leur sacrifice, mais surtout tout un tas de random guys qui font juste le choix au bon moment parce que c'est normal pour eux-mêmes si on sait ce que ça implique. On apprend pas mal de détails qui donnent une autre dimension à ce moment de l'histoire, on connaissait que dans les livres ou dans les souvenirs pour les plus vieux comme moi. Mention spéciale à Jared Harris qui réalise encore une fois une performance qui lui a permis de remporter toute une série de récompenses et notamment un Golden Globe et un Emmy Award du meilleur acteur. You run out of money, it's having to ask her to bail you out. Look ahead and see glory! The refugees has claimed it as their home. We're acting even stranger than usual. J'ai quelques mentions spéciales parce que ces séries étaient très proches de mon top. Je commence par Fleabag, qui est diffusée sur Prime Video et qui est selon moi la meilleure série comique du moment. Years and Years, qui est diffusée sur Canal+, et qui a été une énorme surprise parce que le scénario, les acteurs et la mise en scène sont tous parfaits. The Expanse devait disparaître et a été racheté par Prime Video, et la 4e saison annonce une suite épique. Et finalement, Undone est aussi disponible sur Prime Video, et l'idée est géniale de nous perdre en permanence entre folie et science-fiction avec une Rosa Salazar exceptionnelle. Je suis certain que vous avez votre propre top et qu'à chaque fois que vous annoncez une série, vous attendiez la trouvaille que vous aviez découverte et que personne connaît selon vous. C'est l'endroit ou le moment de nous la faire découvrir et je vous dirai si j'ai pu la voir, ce que j'en ai pensé et pourquoi elle n'est pas dans ce top 10. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire votre propre top sur Favorites, j'ai mis le lien dans la description, c'est important. J'ai dit aux créateurs que vous alliez exploser les statistiques. Dans la prochaine vidéo, après mon analyse du prochain épisode de The Outsider sur OCS, on remontera encore un peu plus dans le temps avec les 10 séries qui m'ont marqué dans la décennie. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, je vous rappelle quand même que si vous êtes curieux de l'actualité, vous pouvez me suivre sur Twitter où je poste tous les jours des news sur les séries ou sur mes jeux vidéo favoris. Passez aussi me voir sur Instagram où je poste là aussi des stories bien travaillées graphiquement sur la même actualité mais de manière un petit peu plus ludique. Vous pouvez m'aider dans mon travail en faisant un tour sur Utip sans dépenser 1 €, juste en regardant une ou deux pubs. Et si vous voulez mettre la main au porte-monnaie, vous avez une page Tipeee, histoire de me proposer quelques euros. On se retrouve donc rapidement pour tout un tas de vidéos ou d'actualités. Et comme d'habitude, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.